Bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à l'édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Une semaine qui a été dominée par la protection du français au Québec, avec en toile de fond les propos controversés de la députée libérale Emmanuela Lambropoulos, qui avait remis en question la semaine dernière le déclin du français à Montréal. C'est d'ailleurs le premier sujet de discussion avec notre panel de journalistes. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Esther. Joël Denis, un mot d'abord sur la députée Lambropoulos. Bon, ça fait des jours vraiment qu'elle est sous pression. Elle a finalement démissionné en fin d'après-midi du comité permanent sur les langues officielles, contrôle de dommages. Jusqu'à quel point cette histoire a été embarrassante depuis le début pour le gouvernement de Justin Trudeau? Très dommageable pour la raison suivante, Esther, c'est que le gouvernement Trudeau tente de se projeter l'image qu'il est un gouvernement qui va défendre la langue française. Or, le message véhiculé par Mme Lambropoulos, c'est qu'il n'y a pas de problème avec l'avenir du français à Montréal. Et ça va à l'encontre des messages que véhiculé le gouvernement dans son discours du trône, un message que véhiculé la ministre responsable des langues officielles, Mélanie Joly. Donc, je pense que ses heures étaient comptées. Si elle n'avait pas démissionné de son propre chef, elle aurait été, je pense, éjectée de son poste par le bureau du premier ministre. Conrad, on est en pleine pandémie de coronavirus. C'est un des sujets qui a vraiment dominé la semaine à Ottawa. C'est la protection de la langue française au Québec. Ça va se poursuivre la semaine prochaine. Évidemment, le Bloc québécois en demande pas tant. Mais qu'est-ce qu'on doit penser de ça, que ce soit le sujet de la protection de la langue française qui domine l'actualité aux communes? C'est une bonne question. Effectivement, ça indique qu'il y a du millage politique dans la question de la langue française, mais aussi que c'est une question sensible. Évidemment, on parle depuis plusieurs semaines ici au Québec de la question de la langue à Montréal, dans le statut de Montréal au centre-ville de Montréal, le déclin de Montréal au centre-ville de Montréal, et le fait qu'une députée libérale de Montréal semble nier l'existence du problème, ça frappe assez fort. Oui. Joël Denis, là-dessus, est-ce que cette démission-là, ça va permettre de tourner la page sur l'incident ou qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement Trudeau le souhaite évidemment, mais je parlais à quelques stratèges libéraux et on m'interrogeait à savoir que penses-tu seront les dommages causés par la sortie de Mme Lambropoulos, mais il y a aussi la présidente du Parti libéral du Canada, section Québec, Chelsea Craig, qui en a rajouté aussi. Donc, et on se demandait quels sont les dommages. Il y a une campagne électorale qui est en préparation, il s'apparaît, Esther, et la question linguistique au Québec est de toute importance. Et le gouvernement Trudeau est conscient que s'il ne peut pas conserver les sièges en région, il n'y en a pas beaucoup, il pourrait les perdre au profit du Bloc québécois et du Parti conservateur qui ont fait de la défense de la langue française un enjeu important aux communes aujourd'hui. Et je vous soulignerais, Esther, que même le chef conservateur, Erin O'Toole, a indiqué qu'il fallait défendre la loi 101. Je n'ai jamais vu ça. De toute mon expérience de couverture de la colline parlementaire, un chef fédéraliste à Ottawa a demandé à ce qu'on protège la loi 101 au Québec. Donc, visiblement, ça occupe les esprits. Il y a un raison fort simple, c'est que le Québec va demeurer une terre importante pour la prochaine campagne électorale. Le Bloc s'est trouvé un allié, effectivement, pas vraiment naturel, les conservateurs là-dessus. Bon, on va parler de conservateurs, Conrad. La motion conservatrice cette semaine qui demande au gouvernement canadien de durcir le ton envers la Chine, une motion qui a été adoptée. Il y a même des libéraux qui ont voté pour. Conrad, il faut préciser que la motion n'engage pas comme tel le gouvernement, mais est-ce que le temps est venu pour le Canada de montrer plus de dents envers la Chine? Mais écoutez, ça fait 2 ans que ce dossier traîne et on sait parfaitement que la décision que les experts de la sécurité nationale sont clairs là-dessus depuis des mois et des mois que la décision effectivement a été prise en ce qui concerne la sécurité nationale. C'est pas forcément de bannir Huawei, mais d'empêcher que Huawei, les équipements de Huawei soient intégrés dans les systèmes 5G. Donc, on sait que le gouvernement Trudeau tergiverse sur ce dossier parce qu'on sait aussi qu'il y a 2 Canadiens qui sont encore prisonniers en Chine et on ne va pas créer plus de problèmes. Mais il faut se demander qu'il n'y a pas une autre raison qui explique la réticence du gouvernement à montrer ces cartes-là dans ce dossier-là. Et c'est ça, est-ce que c'est une question qui veulent en quelque sorte garder une chance que les relations canado-chinoises
qu'on soit capable de les relancer sur de nouvelles bases dans l'avenir. Mais il est effectivement temps que le gouvernement décide et l'annonce. Oui, parce que Joël Denis, le gouvernement Trudeau en a déjà plein les bras avec l'arrestation des deux Michael. Conrad en parlait il y a un instant, ça fait 2 ans que ça dure. Ça va faire bientôt 2 ans. Est-ce que les conservateurs, ça jette l'huile sur le feu, met le gouvernement dans l'embarras avec des motions comme ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça a suscité un débat assez intéressant aux communes. Notamment, on a pu apprendre que Huawei avait pu installer, grâce à TELUS, des tours de télécommunications au centre-ville d'Ottawa. Or, au centre-ville d'Ottawa se retrouvent quoi? Les principaux ministères, la GRC. Donc, il y a des possibilités d'espionnage. Et aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie et même en Grande-Bretagne, on a conclu que Huawei représentait une menace à la sécurité nationale. Alors, si ces pays sont venus à cette conclusion-là, je ne vois pas pourquoi le gouvernement Trudeau n'arrive pas à la même conclusion et n'annonce pas ses couleurs. Ça fait quand même 2 ans, comme le souligne Conrad, que ça dure. Il est temps que le gouvernement prenne une décision dans ce dossier, même si ça peut avoir des conséquences diplomatiques importantes. Bon, un mot sur les élections américaines, parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis l'élection du président élu Joe Biden. Il y a eu une motion cette semaine, unanime, il faut le dire, au Parlement canadien pour féliciter Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection, et une invitation formelle de la Chambre des communes pour que le président élu Biden vienne y prononcer un discours. Il va être président à ce moment-là. Conrad, est-ce que Joe Biden pourrait renouveler avec une tradition de certains de ses prédécesseurs et effectuer au Canada son tout premier voyage officiel à l'étranger? Bien, ça va être un gros signal s'il le fait et on l'espère effectivement, ou on l'espère à Ottawa effectivement, et que ça serait un bon coup pour le gouvernement Trudeau et effectivement que M. Trudeau soit capable de donner la perception qu'il y a un nouveau partenariat nord-américain entre les deux pays, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça parce qu'on sait que les relations entre Stephen Harper et Barack Obama n'étaient pas forcément au beau fixe et que depuis l'arrivée de M. Trump, c'était encore pire. Donc, oui, c'est important et j'imagine qu'il y a ça négocie très fortement à l'ambassade du Canada à Washington maintenant pour que la première visite soit au Canada. Parce que Joël Denis, ça enverrait quand même un message assez fort que le président Biden effectue son premier voyage au Canada. Oui, tout à fait. Et ça enverrait le message surtout que le Canada peut compter sur les États-Unis de nouveau pour, influencer les organisations internationales comme l'ONU, l'OMC, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il y a une nouvelle alliance qui est renouvelée, je vous dirais. Et donc, on fait des pieds et des mains pour s'assurer que M. Biden effectue tout à fait sa première visite au Canada. Mais non seulement ça, mais qu'il prononce un discours pour justement parler de cette nouvelle alliance renouvelée entre le Canada et les États-Unis avec l'arrivée de Joe Biden. Je vais rester avec vous, Joël Denis, parce que j'ai un dernier sujet plus économique pour Conrad. Sur la vaccination au Canada, on en a beaucoup parlé aussi cette semaine. Les vaccins s'en viennent, ça c'est la bonne nouvelle, mais on se demande, est-ce que le Canada va être prêt pour cette distribution massive de vaccins quand ça va arriver? On s'y prépare avec beaucoup de soins et de planification. Les Forces armées canadiennes seront largement impliquées dans la distribution. C'est le plan qui est envisagé en ce moment. Pourquoi? Parce que les Forces armées canadiennes sont habituées à des logistiques difficiles. En temps de crise, c'est le principal outil qu'on utilise pour régler des crises un peu partout, même au Canada, mais aussi à l'étranger. Il faut dire aussi, Esther, qu'on veut aussi utiliser les Forces armées aux États-Unis pour assurer la distribution rapide et efficace du vaccin. Donc, c'est une institution importante qui sera mise à contribution et je pense que ça va être à l'avantage de tous de voir les Forces armées canadiennes s'occuper de la distribution du vaccin dans les principaux lieux au Canada. Appelé en renfort comme ça. Conrad, donc, je veux vous entendre sur l'énoncé économique du gouvernement parce que le Québec et l'Ontario, on le sait, ont présenté leur mise à jour au cours des dernières semaines. Du côté d'Ottawa, on n'a toujours pas de date pour un énoncé économique. Il me semble qu'on nous avait promis ça pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on attend à Ottawa pour annoncer un énoncé économique? C'est une autre bonne question, Esther, parce que je crois que la question que tout le monde veut voir, à laquelle tout le monde veut que le gouvernement réponde, c'est la question de est-ce qu'il va y avoir une ancre fiscale pour que le gouvernement, s'il fixe pas une échéance pour le retour à l'équilibre budgétaire, ce qui est impossible, parce que ce gouvernement l'a jamais fait en 5 ans au pouvoir, qu'au moins
il va y avoir un mécanisme pour limiter la croissance de la dette. Ouais, Donc, je sais qu'il y a beaucoup de réticence actuellement au gouvernement pour le faire parce qu'avec l'incertitude, on est en pleine deuxième vague avec une potentielle fermeture encore de l'économie autour de Noël. Donc, ça, effectivement, ça c'est la grosse question et j'imagine que ça explique un peu pourquoi on n'a pas eu... La date se fait attendre. L'équilibre budgétaire, évidemment, en pleine pandémie, pas évident. Joël Denis... la question des négociations sur les transferts en santé, parce que... ça, les provinces attendent après ça. Si c'est tout le temps qu'on a, qu'on rate, Joël Denis. Joël Denis, je vous remercie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. On aura plus de temps la semaine prochaine pour discuter. Merci à vous deux. Merci. Merci, Esther. Au revoir. Au revoir. Sur le front de la COVID-19, maintenant, des nouvelles encourageantes cette semaine au chapitre des vaccins. Les pharmaceutiques Pfizer et Moderna ont semblé se livrer à une sorte de surenchère quant à l'efficacité de leur vaccin contre le coronavirus. J'en ai discuté avec Nathalie Granvaux, qui est professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Bonjour, Dr Granvaux. Bonjour, Mme Béja. Je vais commencer avec l'efficacité des vaccins. Pfizer précisait aujourd'hui que son vaccin est efficace à 95 % alors qu'on le sait la semaine dernière, on nous disait que c'était plutôt à 90 %. C'est une précision qui arrive après que la compagnie Moderna nous affirme que son vaccin était plutôt efficace à 94,5 %. En fait, on a l'impression d'assister à une sorte de surenchère de la part des compagnies pharmaceutiques. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces taux d'efficacité? Est-ce qu'on nous dit vraiment la vérité ou c'est une question de marketing? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, je pense qu'on nous dit la vérité dans le sens où ils regardent les chiffres qu'ils ont. Donc, si on fait le calcul, effectivement, on est soit 94,5, soit 95 avec les chiffres qu'ils annoncent. Mais par contre, je serais très prudente sur l'exactitude à long terme parce que de toute manière, plus ils vont avoir de personnes qui vont être évaluées, plus ces chiffres-là vont bouger. Donc, la différence entre 94,5 ou 95, moi, c'est pas ça qui m'intéresse particulièrement. Et ça pourrait bouger, comme vous le dites, dans le temps. Sur l'approbation maintenant, tout le monde, évidemment, est en attente de ce fameux vaccin. On a hâte d'en finir avec la COVID. Les autorités de la santé publique nous disent que le vaccin de Pfizer pourrait être approuvé au Canada aussitôt qu'au mois de janvier. On sait qu'aux États-Unis, ça va se faire dès le mois de décembre. Donc, est-ce que c'est réaliste de penser que ce vaccin pourrait avoir le feu vert des autorités canadiennes au mois de janvier? Ah, tout à fait. Si comme le dit Pfizer, ils sont capables de déposer leur demande pour la FDA, pour l'autorisation exceptionnelle de la FDA cette semaine, c'est sûr qu'ils vont distribuer ça à Santé Canada, puis toutes les autorités de santé publique qui donnent ces approbations dans les différents pays sont sur le qui-vive et attendent et ont probablement tout leur personnel prêt à étudier ces données-là et à donner une autorisation assez vite. Donc, je ne serais pas surprise de voir une autorisation dès janvier pour le vaccin de Pfizer et je ne serais pas étonnée qu'on entende des nouvelles données sur le vaccin de Moderna dans les prochains jours, prochaines semaines, très rapidement aussi. Sur la vaccination, le début de la vaccination comme telle, le Dr Howard New de la santé publique, il nous disait en entrevue au début de la semaine à CEPAC que la vaccination comme telle au Canada, ça pourrait débuter aussitôt qu'à la fin du mois de janvier, peut-être au début de février. Est-ce que ça vous semble réaliste? Moi, ça me semble un petit peu optimiste dans le sens où on n'a pas de date de réception des doses. Si on prend le cas du vaccin de Pfizer, ils ont annoncé qu'ils pouvaient produire 50 millions de doses d'ici la fin de l'année et je doute que ces doses-là viennent au Canada, sachant que c'est une compagnie américaine et puis allemande qui ont produit ce vaccin-là. Donc, peut-être que le gouvernement a des informations sur la production et la date d'arrivée vraiment. Monsieur Trudeau parlait plutôt du premier trimestre la semaine dernière. Donc, premier trimestre, ça nous laisse jusqu'en mars. Moi, je pense qu'une fois qu'on est rendu à avoir des doses, il faut organiser la distribution. Peut-être que quelques vaccins vont être faits très tôt, mais je pense qu'une vaccination plus massive, moi, je verrais ça plutôt après le mois de mars. Puis je reste persuadée que si on est capable de le faire au mois de mai, on sera déjà en très bonne posture. Bon, vous parlez justement d'organiser la vaccination sur ce plan de vaccination parce que, je le disais d'entrée de jeu, le gouvernement Trudeau vraiment a été pressé
de questions par les partis d'opposition aujourd'hui afin de révéler comment ils comptent vacciner massivement les Canadiens. Avec des vaccins comme celui de Pfizer qui, comme on le sait, doit être gardé à moins de 70 degrés Celsius, administré en 2 doses à 3 semaines d'intervalle. Pour le moment, on n'a pas vraiment de détails. Est-ce que le Canada va être prêt à procéder à une vaccination massive de sa population? Si oui, quand? Écoutez, ça, c'est vrai que c'est une question d'organisation. Donc, le vaccin de Pfizer, on a la problématique, si je peux appeler ça comme ça, du moins 70. Celui de Moderna n'a pas cette problématique-là. Ils ont amélioré, en fait, la stabilité du vaccin. Donc, un stockage à long terme à moins 20 degrés facile. Dans les grands, je ne pense pas que ça pose un problème. Je vais vous dire pourquoi les congélateurs à moins 70, on en a plein les centres de recherche et les hôpitaux. C'est pas un équipement extraordinaire. Par contre, dans les régions plus éloignées où il faut déplacer le vaccin qui serait à moins 70, ça demande un peu plus d'organisation avec des glacières et tout ça, mais ça se fait dans un pays comme le Canada, je pense. C'est une logistique, mais je pense pas que ce soit une barrière énorme. Par contre, il faut de l'organisation. Moi, j'ai plus de crainte sur l'organisation en termes de personnel pour faire la vaccination. Il faut penser que si on veut vacciner les gens, que ça prend des infirmières ou des infirmiers pour le faire, il faut déplacer ces gens-là des soins dans les hôpitaux dans lesquels on manque déjà de personnel. Donc, c'est plus les ressources humaines que moi je questionne, de voir comment ça va pouvoir s'organiser pour vacciner la population et les délais nécessaires pour ça. Parce qu'on apprenait aussi cette semaine que les soldats de l'armée canadienne pourraient être mis à contribution dans cette vaccination. Est-ce que c'est dans les règles de l'art? Je ne pense pas que ce soit dans les règles de l'art, mais j'imagine qu'il y a, on les a vus venir prêter main forte dans les CHSLD. C'est quand même du personnel qui peut être formé et qui est probablement formé, en tout cas un nombre considérable qui peuvent être formés pour aider à ce genre de choses-là et que j'imagine sur le terrain doivent pouvoir avoir ce genre de formation pour intervenir aux besoins quand ils sont, par exemple, en déplacement dans des opérations. Donc, je pense que ça serait probablement une main-d'œuvre qui pourrait porter main forte, effectivement. En tout cas, il reste beaucoup de détails, évidemment, à préciser, mais quoi qu'il en soit, le docteur New, pas plus tard qu'hier, avançait que la grande majorité des Canadiens pourraient être vaccinés d'ici la fin de 2021, donc d'ici la fin de l'an prochain. Est-ce qu'il s'est avancé trop vite, vous pensez, ou si c'est possible qu'une majorité de Canadiens puissent être vaccinés à la fin de l'an prochain, à la fin de 2021? Écoutez, si on commence à vacciner, même si on y va avec le délai que moi j'envisage au mois de mai, si des campagnes de vaccination sont organisées de manière intensive avec suffisamment de main-d'œuvre, comme je le dis, je pense qu'on peut avoir une bonne partie de la population en fait qui serait vaccinée pour la fin 2021. Là encore, il faut qu'on reçoive les doses. Ça veut dire il y a 2 doses pour le vaccin de Pfizer, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reçoive plus de 60 millions de doses avant la fin 2021. Moi, je pense que c'est surtout la capacité de production qui va, en plus des ressources humaines, va être l'élément limitant et qu'on ne peut pas prévoir du tout à l'heure actuelle pour s'avancer, pour dire que tout le monde pourrait être vacciné pour la fin 2021. En terminant, un mot sur l'immunité des vaccins de Pfizer et de Moderna. On dit qu'elle pourrait durer longtemps, jusqu'à plusieurs mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'effectivement, une fois vaccinée, la population pourrait être protégée pendant longtemps? Écoutez, ça se peut, mais on n'a aucune donnée à ce sujet-là, donc je reste très, très prudente sur cet élément-là. Il y a juste le temps qui va nous le dire, parce qu'il faut que les premières personnes qui sont dans la phase 3 continuent leur vie, et puis au fur et à mesure des mois, on va savoir pendant combien de temps ils sont immunisés, mais on n'a pas moyen de le savoir à l'avance, donc je l'espère. Comme pour beaucoup de vaccins, c'est ce qui fonctionne et c'est le résultat qu'on a, mais on ne peut pas présumer à l'avance de la durée de l'immunité. Oui, puisque dans cette situation de pandémie, on apprend un peu tout au fur et à mesure. Nathalie Granvaux, merci beaucoup pour vos lumières. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Et puisqu'il est question de la pandémie, on va faire une incursion en Chine, un pays qui figure parmi les premiers à avoir repris le contrôle de l'épidémie de coronavirus. Depuis Shanghai, Jean-François Lépine, directeur des représentations du Québec en sol chinois, nous parle de la vie qui a pratiquement repris son cours normal en Chine. Un chiffre un peu révélateur, là, le 3e trimestre de cette année, l'économie chinoise a eu une croissance de 4,9 %. On pense à une moyenne annuelle, là, compte tenu qu'il y a eu une baisse de croissance au début de l'année d'à peu près 2 %. L'économie ici va bien, même très bien, parce que
il y a énormément d'aide gouvernementale artificielle. Par exemple, ici, il y a quelques jours, c'était le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est la fête des célibataires. C'est la journée de l'année. C'est un peu comme le Black Friday. C'est la journée de l'année où les gens achètent, consomment de façon record. Cette année, ça a été encore... C'est-à-dire les chiffres n'ont pas été aussi importants que l'an dernier, mais ça a été quand même un succès parce qu'en gros aussi, le gouvernement a demandé aux grandes compagnies de commerce en ligne, aux banques, de donner énormément de bons d'achat depuis des mois aux Chinois sous toutes sortes de formes. Alors, on a artificiellement stimulé la consommation. C'est comme ça pour le reste de l'économie. Donc ici, alors que c'est d'ici qu'est parti le fameux virus, oui, alors qu'il y a eu une crise majeure en janvier, en fait en décembre et janvier, avant qu'on connaisse l'état de la situation dans le reste du monde, eh bien, ici, le port du masque n'est pas du tout généralisé, il n'y a pas de distanciation systématique du tout. Les salles de spectacle sont ouvertes avec 75% de capacité maximale. Les activités sont extrêmement normales. C'est sûr que chaque fois qu'il y a une éclosion ici en Chine, on assiste à vraiment une sorte de révolution. Là, il y a récemment, dans une ville, Qingdao, où on a un bureau, il y a eu 12 cas. La ville au complet, 10 millions d'habitants, ont été testés. On a arrêté le mal à sa source en l'espace de quelques jours. C'est comme ça qu'on fonctionne quand il y a une éclosion. Puis l'autre chose qui est importante aussi, c'est que le pays, lui, par contre, est presque fermé. Les frontières ne sont pas beaucoup ouvertes aux étrangers. Il faut des permissions spéciales pour venir en Chine. Alors, et les contrôles aux douanes sont aux aéroports. Les aéroports qui sont ouverts aux vols internationaux sont extrêmement stricts. Alors qu'ici, au Canada, vous savez, on est en pleine progression des cas de COVID. Évidemment, on se demande comment les Chinois, qui ont été les premiers, vous le disiez il y a un instant, frappés par le virus, ont réussi à s'en sortir quand même assez rapidement. Vous nous parlez de toutes sortes de mesures. Il y a eu, on le sait, des mesures qui sont très drastiques et qui ont été déployées par les autorités chinoises. Il y a eu énormément de tests. Vous parliez tout à l'heure, quand il y a une éclosion qui survient, vraiment, on ne lésine pas avec les moyens. Est-ce que ça a été ça, la clé du succès en Chine pour contrôler la COVID, le fait qu'on a été extrêmement sévère? D'abord, on ne peut pas parler d'un succès quand on sait que c'est ici qu'il y a eu l'éclosion, qu'il y a eu énormément de décès. On ne connaît pas les chiffres exacts dans les mois, surtout où l'attention du public et des médias n'était pas du tout là. On ne savait pas que ce problème existait et quelle ampleur il avait dans la province du Hubei. Maintenant, quand le gouvernement a décidé de rendre les choses beaucoup plus transparentes, quand on a vraiment reconnu qu'il y avait une pandémie, un problème extrêmement sérieux, là, oui, on a pris des mesures. Par exemple, des mesures extrêmement simples qu'on n'a jamais voulu prendre au Canada, au Québec, aux États-Unis. Par exemple, quand on a vraiment commencé à agir de façon globale en Chine, 1,4 milliard de Chinois sont restés chez eux pendant un mois. Quand on dit rester chez eux, aucune épicerie, rien, tous les gens se faisaient venir des choses à la maison. Donc, quand on enferme une population pendant un mois, puis qu'ensuite on décloisonne pendant une période de 3 mois avec le masque obligatoire, avec la distanciation, les salles de spectacle fermées, pas de rassemblement, et ça d'une façon extrêmement stricte là, pendant plusieurs mois avant que vers le mois de juin, on commence vraiment à relaxer les mesures vers mai-juin. Donc, ça a pris des mois extrêmement stricts. Quand on pense, moi, je n'étais pas ici au moment où vraiment il y a eu les mesures strictes. Nos bureaux étaient fermés, j'étais au Québec à ce moment-là. Mais quand nos amis, quand ceux qui sont restés, quand nos collègues chinois nous racontent ce qui s'est passé, le pays a été vraiment fermé complètement. Et systématiquement, on n'a pas d'épicerie, pas de... Et puis, l'autre volet important, c'est fermeture des frontières complète. Il n'y a pas de gens qui sont revenus, et tous les retours qui se sont faits, tous les retours d'étrangers, d'abord, ne se font pas. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont partis pendant la pandémie qui ne sont pas revenus. Dans une ville comme Shanghai, il y a énormément de
gens, d'étrangers qui ne sont pas revenus. Ça fait drôle dans des villes chinoises de 10, 11 millions d'habitants, comme à Qingdao, où on a un bureau. On ne voit plus d'étrangers. Alors ça, c'est un signe de ce qui s'est passé aussi. Le géant des dépanneurs Couche-Tard a fait l'acquisition de plus de 300 commerces de la bannière chinoise Circle K. C'est quand même une transaction importante. Comment ça s'est passé? Oui, bien, il faut préciser une chose. Là. Vous dites une bannière chinoise, c'est une bannière hongkongaise. D'abord, oui. C'est une famille de Hong Kong. L'économie de Hong Kong, c'est une économie qui est très différente de celle de la Chine. Oui. Sur le plan économique, c'est presque 2 pays, donc c'est très différent. M. Bouchard et Couche-Tard ont dit que leur objectif, c'est à partir de l'acquisition de Circle K, qui est une entreprise qu'ils connaissaient très bien parce qu'ils avaient collaboré à la gestion, étaient impliqués dans la gestion des Circle K comme experts dans ce genre de commerce. Et ils avaient une collaboration depuis des années, donc ils connaissaient très bien l'entreprise. Et leur volonté, c'est de développer cette entreprise-là ou ce genre d'entreprise en Asie où est-ce que Couche-Tard n'est pas présent. Donc, on achète cette première entreprise. Ce n'est pas une acquisition en Chine. Au contraire, il y avait des magasins Circle K qui étaient dans la province du Guangdong, juste au nord de Hong Kong, et ça ne fait pas partie de la transaction. Donc, c'est vraiment à Hong Kong pour l'instant. Mais il y a une volonté, effectivement, de regarder vers la Chine comme de regarder aussi vers le reste de l'Asie. Donc, ce n'est pas nécessairement un mouvement qui est dirigé vers la Chine. Et ça s'est fait aussi dans un contexte où les tensions sont très grandes entre le Canada et la Chine à cause de la situation de Hong Kong. Mais je pense que Couche-Tard a trouvé quand même qu'il y avait, et il y a à Hong Kong, un espoir sur le plan économique qui reste là. Ça demeure une place financière et commerciale extrêmement importante. Oui, effectivement. En tant que directeur des représentations du Québec en Chine, vous couvrez 4 grandes villes. Quelles sont les principales affaires que les Québécois brassent justement en Chine? En fait, on a 4 bureaux dans 4 grandes villes, mais on couvre l'ensemble du pays, ce qui est énorme. Mais écoutez, nous, comme je vous l'ai dit, les affaires vont extrêmement bien. Dans toutes sortes de domaines, parce que la Chine, il faut imaginer, c'est la plus grande classe moyenne au monde, 400 millions d'individus. C'est un pays, je vous l'ai dit, qui a décidé de relancer son économie avec une forte quantité de subventions de toutes sortes et tout ça. Et quand la Chine fait ça, c'est énorme. Et donc, c'est aussi un pays qui s'est donné pour objectif d'ici 2025 de faire le Made in China 2025, c'est-à-dire devenir une puissance industrielle sophistiquée, fondée sur l'innovation. Et là, le Québec a toutes sortes de places. L'agroalimentaire, c'est important. Les métaux, les mines québécoises, les ventes de minerais ont beaucoup augmenté cette année. Et puis, tout ce qui s'appelle technologie de pointe, où l'industrie chinoise veut s'équiper, être la mieux équipée au monde. Là, il y a énormément d'opportunités pour les Québécois, sans parler de tout le reste. Donc, c'est un marché en expansion qui va bien. On dit qu'en 2021, l'économie pourrait la croissance économique en Chine pourrait atteindre les 8 %, donc forte reprise. Alors moi, je dis tout le temps aux gens d'affaires du Québec, vous ne pouvez pas venir en Chine, mais on peut nous vous représenter, vous aider. On organise énormément d'événements virtuels, comme toute la planète fait. Et donc, il y a des affaires à faire, avec certaines difficultés, parce qu'on ne peut pas se voir en personne. C'est pas toujours facile. Récemment, par exemple, cette semaine, on rencontrait une entreprise québécoise qui est en train de faire une association avec une entreprise chinoise pour développer une usine au Québec. Imaginez-vous, là, quand on essaie de faire ça puis qu'on ne peut pas se voir physiquement, et nous, on essaie de pallier à ça en se rendant nous-mêmes dans les entreprises chinoises, en essayant de représenter nos entreprises ici. C'est un rôle différent, plus actif, qui ne manque pas d'intérêt. Et on a donc inventé une nouvelle façon de fonctionner, étant donné que les gens d'affaires ne peuvent pas se voir. Alors voilà, ça complète notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.